Bonjour et bienvenue. Alors, pour commencer, j'aimerais proposer une petite expérience de pensée. Ah, je vous écoute. Imaginez un monde où chaque personne qui donne un avis ou qui propose une solution, elle doit en subir les conséquences. Pour le meilleur et pour le pire. C'est une idée qui a l'air toute simple comme ça, mais qui, si on la pousse jusqu'au bout, pourrait absolument tout changer. Exactement. Et c'est le cœur de notre exploration aujourd'hui. Une plongée dans les idées maîtresses du livre de Nassim Nicholas Taleb, Skin in the Game. Qu'on pourrait traduire par avoir sa peau en jeu. C'est ça. Notre mission, ça va être de décortiquer ce principe, cette obligation d'être exposé aux conséquences de ses actes. On va voir comment ça éclaire d'un jour nouveau la justice, le savoir, la morale. Et même la structure de nos sociétés. Oui. Et on va vite comprendre que ça va bien au-delà d'une simple histoire d'argent ou de bonus financiers. Tout à fait. L'auteur, il présente ce concept comme une règle de symétrie, une règle fondamentale aussi vieille que la civilisation en fait. C'est l'idée que si on veut profiter des avantages, On doit aussi accepter d'assumer une partie des risques. voilà. Le problème, et c'est là que ça devient passionnant, c'est que notre monde moderne a construit des systèmes entiers où cette symétrie est complètement rompue. Et ça crée ce qu'il appelle des asymétries cachées. Exactement. Avec des conséquences parfois désastreuses et souvent très contre-intuitives. C'est dans ces asymétries qu'on va plonger. Alors, commençons par le commencement. Le cœur de ce principe. Quand on parle d'avoir sa peau en jeu, il faut être très clair. Le livre insiste beaucoup là-dessus. Oui, Et il ne s'agit pas tant de toucher une part des bénéfices, mais bien d'être exposé aux préjudices. C'est l'idée de devoir payer une pénalité si les choses tournent mal. c'est ça la vraie asymétrie. C'est l'exposition au risque de perte, à la douleur. L'incitation positive, le bonus, ça ne suffit pas. Ça peut même encourager une prise de risque complètement démesurée si le revers de la médaille n'existe pas pour celui qui décide. Il y a une phrase de l'auteur que je trouve parfaite, un peu brutale mais parfaite. Je vois de laquelle vous parlez. Ne me dites pas ce que vous pensez, dites-moi ce qu'il y a dans votre portefeuille. L'idée, c'est que seuls nos actes, les risques qu'on prend concrètement, révèlent nos véritables convictions. Les mots, les mots ne coûtent rien. Oui, et cette méfiance envers les paroles sans conséquence, ça ne date pas d'hier, hein. Si on cherche la racine de cette idée, on la trouve gravée dans la pierre, et il y a, Presque 4000 ans. oui, dans le Code d'Hammurabi, Ah oui, et il y a un exemple dans ce code qui est particulièrement parlant. on peut le dire. Il y a cet article que tout le monde cite, qui dit en gros, si un constructeur bâtit une maison, que cette maison s'effondre et tue le propriétaire, eh ben le constructeur sera mis à mort. C'est ce qu'on appelle une politique de service après-vente, disons, plutôt radicale. On est loin de la garantie décennale. C'est radical, mais c'est une règle de symétrie parfaite. Le constructeur ne peut absolument pas transférer le risque caché d'une mauvaise construction à l'acheteur. Il a sa peau en jeu, au sens le plus littéral du terme. C'est clair. C'est aussi de là que vient la fameuse loi du talion, œil pour œil, dent pour dent. Mais ce qui est intéressant, c'est que les discussions dans le Talmud, par exemple, montrent que son application était bien plus sophistiquée, souvent métaphorique. Ah bon? Ce n'était pas littéral? Pas toujours. Le but n'était pas la vengeance, mais de trouver une compensation qui rétablisse la symétrie. Si un homme qui n'a qu'un œil crève l'œil d'un homme qui en a deux, la punition ne peut pas être la même. Il faut une sanction qui rétablisse un équilibre. D'accord, je vois. On cherche l'équilibre. Mais est-ce qu'on n'a pas complètement perdu cette idée aujourd'hui? J'ai l'impression qu'on vit dans un monde où certains prennent des décisions monumentales sans jamais rien risquer personnellement. C'est le problème des interventionnistes, non? Absolument. C'est peut-être la critique la plus virulente du livre. Les interventionnistes, ce sont ces experts, bureaucrates, journalistes, intellectuels. Ceux qui préconisent des actions à grande échelle, comme des guerres ou des politiques économiques. Et depuis le confort de leur bureau, oui, mais qui sont totalement isolés des conséquences de leurs recommandations. L'exemple qui revient souvent, c'est celui des promoteurs de l'intervention en Libye en 2011. Oui, c'est un cas d'école. Pour eux, sur le papier, c'est une victoire. Ils ont atteint leur objectif, renverser un dictateur. Sauf que le résultat sur le terrain, C'est un chaos indescriptible, la déstabilisation de toute une région et même la réapparition de marchés d'esclaves. Pendant ce temps, les architectes de cette politique, eux, ils étaient à Washington ou à Paris à écrire des tribunes, à donner des conférences. Leur réputation est restée intacte, voire elle a été renforcée. c'est l'asymétrie ultime, le gain de réputation pour eux, le risque mortel et la destruction pour les autres. Mais comment on peut en arriver à des erreurs de jugement aussi énormes? Taleb identifie 3 grandes erreurs de raisonnement chez ces acteurs.
La première, c'est qu'ils pensent en termes statiques et non dynamiques. C'est-à-dire? Pour eux, le monde est un mécanisme simple. On retire une pièce, le méchant dictateur, et hop, le problème est réglé. Ils ignorent complètement les effets en cascade, les conséquences de deuxième, troisième ordre. C'est comme s'ils pensaient pouvoir enlever une pièce maîtresse d'un moteur en marche sans que tout le reste soit affecté. C'est exactement ça. La deuxième erreur, c'est qu'ils pensent en basse dimension et pas en haute dimension. Ils réduisent une réalité incroyablement complexe, une société avec ses équilibres, ses tensions, ses traditions. À une seule variable simpliste, le régime. Voilà. Ils sont aveugles à tout le reste. D'accord, donc ils voient les choses de manière figée et trop simple. Quelle est la troisième erreur? Ils pensent en termes d'action, jamais d'interaction. Ils n'anticipent pas comment le système va répondre, comment les gens sur le terrain vont s'adapter, évoluer et réagir à leur intervention. Ils voient le monde comme un jeu de dominos, pas comme un écosystème vivant. La conclusion de tout ça, elle est terrible. Un système où les décideurs n'ont pas leur peau en jeu, c'est un système qui devient incapable d'apprendre de ses erreurs. Exactement. Le système, lui, n'apprend que par l'élimination. C'est ce que l'auteur appelle la via negativa. On apprend non pas en ajoutant de la connaissance, mais en retirant ce qui ne fonctionne pas. C'est un processus de sélection naturelle en quelque sorte. Oui, les mauvais pilotes finissent par s'écraser, les restaurants médiocres font faillite, mais ce processus, ce retour à la réalité, il est complètement bloqué quand ceux qui commettent les erreurs ne sont pas ceux qui en paient le prix. Cette idée que l'absence de risque bloque l'apprentissage, c'est puissant. Mais le livre va encore plus loin avec un concept qui, je l'avoue, m'a complètement retourné le cerveau. C'est cette histoire de règle de la minorité. Ah, la domination de la minorité intransigeante. Oui, comment est-ce possible qu'un tout petit groupe de personnes puisse imposer ses préférences à tout le monde? Ça semble défier toute logique. Et pourtant, c'est une des asymétries les plus puissantes et les plus invisibles de notre quotidien. Le mécanisme est d'une simplicité redoutable. Allez-y. Prenez la nourriture cachère ou halal. Une personne qui mange cachère, elle a une règle inflexible. Elle ne mangera jamais de nourriture non cachère. D'accord. En revanche, une personne qui n'a pas cette contrainte, elle peut tout à fait manger de la nourriture cachère. Donc la personne flexible peut s'adapter à la personne intransigeante, mais l'inverse est impossible. Voilà. Du coup, pour un producteur de soda, une compagnie aérienne, la solution la plus simple et la plus rentable, c'est de tout rendre cachère. Ça évite d'avoir deux lignes de production, deux menus à gérer. La préférence de la minorité intransigeante devient la norme pour tout le monde. Et c'est fou, une fois qu'on a compris ça, on le voit partout. Pensez aux options végétariennes dans une cantine. Il suffit d'une petite minorité de végétariens pour que l'option la plus simple pour l'organisateur, ce soit de faire un plat principal végé qui conviendra à tous. La majorité flexible s'adapte, encore une fois. C'est un principe universel, on le voit avec les OGM. Ceux qui les refusent n'en mangeront jamais. L'inverse n'est pas vrai. Du coup, il suffit qu'une minorité de 3 ou 4% de la population soit fermement opposée pour que les supermarchés, pour ne pas perdre ses clients, finissent par proposer des gammes entières sans OGM. Qui deviennent la norme. C'est dingue. Autre exemple, les voitures à transmission automatique. Quelqu'un qui sait conduire une boîte manuelle peut conduire une automatique, mais quelqu'un qui n'a appris que sur une automatique est inflexible. L'asymétrie favorise donc la diffusion de l'automatique. Le livre utilise une analogie géniale pour montrer comment ça s'étend, celle de la renormalisation. Ça commence petit. Dans une famille de 4, une fille devient intransigeante sur la nourriture bio. Et pour simplifier les courses, toute la famille devient par défaut un bloc bio. Et ensuite, ce bloc interagit avec d'autres. Cette famille va à un barbecue avec 3 autres familles. Pour ne pas se compliquer la vie, l'organisateur achète des saucisses bio pour tout le monde. Le bloc de 4 personnes a imposé sa règle à un groupe de 16. Et ça continue de monter en échelle. Le supermarché du quartier voit la demande pour le bio augmenter, il adapte ses rayons, le grossiste s'adapte à son tour, et voilà comment une préférence minoritaire mais inflexible peut restructurer toute une chaîne d'approvisionnement. C'est contre-intuitif parce qu'on pense toujours que c'est la majorité qui décide. Mais en réalité, non. C'est souvent la minorité la plus motivée, la moins flexible, qui façonne le monde. Ça change complètement la façon de voir l'évolution des normes sociales, ce qui m'amène à un autre point qui bouscule nos certitudes, le rapport entre le savoir, la compétence et l'apparence de la compétence. Ah, un de mes passages préférés, le choix entre les deux chirurgiens. Exactement. Mettons en scène le dilemme. Vous devez subir une opération importante, on vous propose 2 chirurgiens. Le premier, c'est l'archétype du grand professeur, costume impeccable, diplôme des plus grandes universités au mur, il s'exprime parfaitement, il a l'air brillant. On visualise très bien la scène. Le second ressemble à un boucher.
Il est un peu en surpoids, sa blouse est froissée, il a un accent populaire et aucun diplôme au mur. On aperçoit même une dent en or. La question de Taleb est: pourquoi devrions-nous, sans hésiter, choisir le boucher? La réponse se trouve dans ce qu'il appelle le Green Lumber Fallacy, le sophisme du bois vert. C'est l'histoire vraie d'un trader, l'un des plus performants, qui a fait fortune en négociant du bois vert. D'accord. Le truc, c'est qu'il a cru pendant des années que ça désignait du bois peint en vert. En réalité, c'était du bois fraîchement coupé. Il ignorait un détail qui, pour un universitaire, semblerait fondamental. Et pourtant, ça ne l'a pas empêché de gagner des millions. Non, parce que le savoir qui compte dans le monde réel n'est pas toujours celui qu'on peut mettre dans un manuel. Ce trader ne connaissait pas la définition, mais il comprenait instinctivement la dynamique des prix, les flux du marché. La réalité du terrain. Oui, le contact avec la réalité via sa peau en jeu sélectionne sur les résultats, pas sur la connaissance théorique. Et c'est la même chose pour nos deux chirurgiens. Expliquez-nous le lien. Le chirurgien, à l'allure impeccable, a bénéficié de signaux positifs toute sa carrière. Son apparence, ses diplômes, tout ça lui a ouvert des portes. Son succès est peut-être dû à sa compétence, mais peut-être aussi en partie à cette apparence. Il y a du bruit dans le signal. Alors que l'autre? Le chirurgien qui ressemble à un boucher, lui, il a dû surmonter d'énormes préjugés négatifs à chaque étape. Il n'a jamais pu compter sur son apparence pour convaincre. Donc, s'il est arrivé au sommet, c'est qu'il doit être exceptionnellement bon. Voilà, la seule façon pour lui de survivre et de prospérer dans un système qui lui était défavorable, c'est d'avoir des résultats indiscutables. La réalité, qui est aveugle aux apparences, l'a validé maintes et maintes fois. Le signal de sa compétence est donc beaucoup plus pur. On parie sur quelqu'un qui a été filtré par la réalité, pas par les comités de sélection. C'est une idée très forte. Et le livre généralise ça. Il dit que les choses conçues par des gens sans peau en jeu deviennent de plus en plus compliquées, de plus en plus cosmétiques. Exactement, pour masquer leur manque d'efficacité. Pensez à certains langages bureaucratiques. À l'inverse, un outil conçu par un artisan qui l'utilise tous les jours sera simple, robuste, efficace. La réalité, elle, préfère ce qui fonctionne. Bon, si on essaye de rassembler toutes ces pièces, avoir sa peau en jeu, c'est bien plus qu'un concept économique. C'est une sorte de règle d'or pour la justice, pour l'apprentissage, pour une compréhension authentique du monde. C'est ça. C'est le grand mécanisme qui reconnecte les paroles aux actes, la théorie à la pratique et les décisions à leurs conséquences. C'est le filtre ultime de la réalité, celui qui ne ment pas. Et ça nous amène à une dernière idée, peut-être la plus provocatrice du livre, Ah, qui consiste à redéfinir la notion même de rationalité. Pour Taleb, la rationalité, ce n'est pas ce qui paraît logique dans un modèle. Il écrit « Ce qui est rationnel, c'est ce qui permet au collectif de survivre. la survie comme seul et unique critère de la rationalité. C'est radical. » Ça l'est. Et ça nous laisse avec une question finale pour la réflexion. Si une pratique, une croyance qui nous semble aujourd'hui complètement irrationnelle ou superstitieuse a permis à des peuples de survivre et de traverser les siècles, est-elle vraiment irrationnelle? Ou est-ce que c'est notre définition moderne de la rationalité qui est trop étroite, déconnectée du réel? Et incapable de comprendre la sagesse cachée dans ce qui a passé l'épreuve ultime de la peau en jeu, le temps lui-même. Une question vertigineuse pour terminer. Le temps est le juge ultime. Ce qui survit à travers les âges porte en soi une logique qui, peut-être, nous dépasse.